Donc bonsoir à tous, merci d'être venus écouter cette histoire, parce que je vais d'abord commencer effectivement par vous raconter une histoire de ce qui s'est passé ici et un peu plus loin, il y a maintenant plus d'un siècle. Alors moi je ne suis pas historienne, hein, je suis géographe, mais j'ai travaillé sur cette crue parce que justement j'ai essayé de comprendre dans mes travaux ce qui changeait entre aujourd'hui et il y a maintenant un siècle. Et pourquoi un événement semblable va donner des conséquences très différentes si jamais il se reproduisait à l'identique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une vue aérienne de la Seine et de Paris en 1910. Donc il a été dit, hein, c'est une crue qui a été extrêmement documentée par la photographie. Et on en trouve des témoignages très nombreux sous la forme de cartes postales. Mais aussi, et vous allez voir beaucoup de documents qui vont en ce sens, dans la presse, puisque c'est la première fois qu'on a des photos, et des photos pleine page, où des photographes vont aller voir sur site, avec l'appareil photo, et documenter cet événement totalement atypique, dans un Paris de la Belle Époque qui est à ce moment-là au sommet de sa puissance, de sa gloire. Alors il faut imaginer, pour recontextualiser un peu, ces gens qui n'ont jamais vu d'appareil photo. Et donc les photos que vous allez voir des personnes sur ces photos, mais en fait c'est totalement exotique. Et ces photos, elles sont très intéressantes, mais en même temps, elles ne rendent pas du tout le drame qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que vous allez voir des images extrêmement paisibles, sur lesquels il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas le froid. Donc il n'y a pas toute cette dimension sensible de la crue, il n'y a pas cette angoisse de la faim, cette angoisse du lendemain. Et en fait, on a l'impression de quelque chose de très paisible, de très calme. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand moi je travaille avec les pouvoirs publics, je leur explique qu'il ne faut surtout plus montrer ces images, parce que ces images, quand j'interrogeais les gens pendant ma thèse, on me disait « Ah non, mais c'était il y a très longtemps, madame. Ils sont en costume d'époque. Depuis. » Alors, avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il se trouve qu'en 1910, il y a déjà eu une crue en 1876, et les Parisiens sont persuadés qu'après les grands travaux, ils sont à l'abri. Puis dans la ville lumière, l'inondation, ça peut évidemment pas arriver. La Seine ne déborde plus à Paris, puisque la ville lumière, on a l'électricité, on a le gaz, on a l'air comprimé. Eh bien, voici ce qui va se passer. Alors, Paris, d'abord, c'est une ville qui a connu pendant très longtemps, de tout temps, comme on dit dans les dissertations d'histoire, des inondations. Et ces inondations, elles sont très bien documentées dans les chroniques, dans les journaux intimes dans les journaux que les bourgeois tiennent sur les événements. Et certaines sont même sont devenues des histoires quasiment mythiques. Les Normands qui arrivent et qui envahissent Paris à la faveur d'une crue, et on la retrouve avec l'histoire de Sainte-Geneviève, chroniquée par le moine Abbon dans un latin de cuisine absolument exemplaire. Et puis donc cette crue de 1910 qui est restée dans la mémoire des Parisiens. Et tout le monde, quand on interroge quelqu'un qui habite Paris, me dit « Ah oui, oui, la crue de 1910, bien sûr, j'y étais pas. » Non, oui, forcément. Mais ma grand-mère, mon grand-père me racontaient la crue de 1910. Bon. Alors historiquement, effectivement, on a eu des crues à Paris. Et la première différence entre les crues du passé et la crue de 1910, c'est que la crue de 1910 ne fera pas de morts. Jusque-là, les crues de la Seine, ce sont des crues qui font beaucoup de victimes. Pourquoi ? Parce qu'on habite effectivement en bord de fleuve et souvent ce sont toujours des crues d'hiver. Il fait plus froid, le fleuve est gelé, donc vous avez des barrages de glace qui se créent et qui créent en fait des débordements, ce qu'on appelle des embâcles. Et donc ils vont embarquer les quartiers bas avec des vagues qui vont submerger ces quartiers, un peu comme ce qu'on a connu à Xintia, si vous voulez, pour faire un parallèle avec ce qui vaut. Mais bon. Et donc on a beaucoup de morts. On a beaucoup de morts, alors que là, pour la première fois... Alors, la légende, on ne sait pas s'il y a 1, 2 morts. Le mort documenté qu'on a, c'est un soldat de la troupe, puisqu'à l'époque, on a une armée de conscription qui est mort en essayant de sauver une vieille dame. L'autre victime serait la girafe du zoo de Vincennes, là encore soumise à discussion. Il y a beaucoup de légendes sur ces crues. Mais en gros, donc, on a 3 crues très importantes qu'on appelle centenaires. Alors, non pas parce qu'elles arrivent tous les 100 ans, mais parce que leur probabilité d'occurrence est, quand on calcule les temps de retour, en moyenne, et je dis bien en moyenne, elles arrivent tous les 100 ans.
il peut y en avoir 3 d'affilée, hein, ou pas pendant 200 ans, mais en moyenne, elles arrivent tous les 100 ans, ce qui correspond à une chance sur 100 par an de se produire. Vous allez me dire, une chance sur 100 par an, c'est pas beaucoup. Un Français vit en moyenne 80 ans, ça veut dire qu'il a 2 chances sur 3 de voir cet événement arriver. Ce qui n'est pas quand même complètement anodin. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crue exceptionnelle, puisqu'on parle de crue exceptionnelle? C'est une crue dont la hauteur d'eau, pour laquelle la hauteur d'eau dépasse 8 mètres à l'échelle de Paris-Austerlitz. On ne mesure pas les crues, comme on a l'habitude de le dire, aux zouaves. Hein. Là, ensuite, alors le zouave, en plus, a pas mal bougé, donc on ne sait plus trop. Voilà. On les mesure au pont d'Austerlitz, et vous pouvez d'ailleurs... alors, c'est un petit peu dangereux, parce que désormais, l'échelle, elle est sur une bretelle, en fait, de voiture. Mais si vous descendez sous le pont d'Austerlitz, l'échelle est là, et les capteurs sont juste à côté, capteurs qui ont dysfonctionné, peut-être vous en souvenez, en juin 2016, quand il y a eu le petit frémissement de la Seine qui a affolé tout le monde, mais qui, vous le verrez, n'était pas si dramatique que ça. Et puis on a d'autres types de crues, des crues majeures, entre 6 et 7 mètres. Celles-là, elles sont cinquantennales. C'est la crue de 55, certains d'entre vous l'ont peut-être connue, hein, qui, alors elle est liée à un phénomène particulier de gel, froid intense, gel des terrains. Et puis on a des crues relativement fréquentes, entre 5 et 6 mètres. Celle de juin 2016, c'était une crue à 6 mètres 10, temps de moyen 20 ans. Une chance sur 20, donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez fréquent et de pas si extraordinaire que ça. Et je vous le disais, donc ces crues sont extrêmement bien documentées. Donc quand on regarde dans le temps long, eh bien, on voit qu'on a en fait ces événements qui arrivent de façon assez régulière, avec effectivement des moments où on a un peu plus de crues et d'autres où on en a un peu moins. Et ce qui est très frappant, c'est que sur le siècle dernier, donc sur le XXe siècle, on a en réalité 3 crues majeures, 1910, 1924, que beaucoup de personnes ont oublié, parce qu'on est effectivement... la Grande Guerre est pas si loin, on a connu d'autres choses, donc on passe beaucoup, on passe très vite dessus. Et puis 1955. Ce sont les 3 crues qui ont donné naissance à des inondations avec des débordements de la Seine. Il y en a eu d'autres, notamment au début des années 80, où la Seine atteint 6 mètres 10, donc comme celle de juin 2016, mais il n'y a pas de débordement dans Paris. Et donc, évidemment, elles ne sont pas dans les mémoires des Franciliens. Alors, on a énormément de documents d'archives qui représentent les parties submergées en fonction des différentes crues. Et vous voyez que généralement, donc c'est effectivement le long de la Seine, qui est cet axe majeur structurel de la ville. La ville tire son identité du fleuve. Vous avez un livre absolument magnifique d'Isabelle Bacouche sur le rapport des Parisiens à leur fleuve, qui est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, ce lien organique que les Parisiens entretiennent avec leur fleuve, et en même temps qui, d'emblée, est totalement biaisé parce que, à partir justement du XIXe siècle, eh bien, le lien au fleuve se coupe. Pendant très longtemps, la Seine, elle sert à la navigation. C'est un port qui est le port nourricier de Paris. Elle sert aussi à l'alimentation en eau. Elle sert à laver le linge, les fameux bateaux lavoirs. Donc on a un ensemble d'événements qui se passent le long de la Seine, les marchands de l'eau, etc. Puis peu à peu, eh bien, il y a une sorte de rupture avec le fleuve. Les berges en particulier sont minéralisées, sont patrimonialisées, si bien qu'aujourd'hui on ne peut plus y toucher, ce qui pose énormément de problèmes en termes d'aménagement. La mairie, par exemple, réfléchit à revégétaliser ces berges parce que la revégétalisation permettrait que l'eau s'infiltre mieux. C'est totalement interdit par l'UNESCO, puisque vous changez le paysage urbain. Et cette minéralisation, avec ce paysage très très structuré, très très figé, qui est emblématique de la ville de Paris en même temps, elle donne aussi l'impression que ce fleuve est totalement maîtrisé. Et qu'à Paris, la Seine, elle ne déborde pas. Et nous sommes aujourd'hui, en 2017, dans le même état d'esprit que nos Parisiens de 1910, qui s'imaginent que la Seine, elle ne déborde pas, il ne se passera rien, on est protégé. Alors vous voyez, étant géographe, je me permets de vous montrer quelques cartes pour vous montrer que la Seine, en fait... Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une inondation de la Seine? Il se passe 2 phénomènes différents. Le premier phénomène, c'est l'inondation que vous connaissez tous, le débordement du cours d'eau en dehors de son lit. Les rues s'inondent et on a donc des grandes nappes d'eau avec des niveaux très variables. Et si vous avez envie de faire quelques petites promenades dans Paris, il y a un jeu très intéressant qui s'appelle la chasse aux repères de crues. Je demande toujours à mes étudiants d'essayer de les trouver. Je leur offre des boules de glace en échange. Alors, il y en a encore que je ne connais pas. Mais vous en avez des magnifiques pas très loin d'ici. En fait, la ville est entièrement marquée par des lignes qui indiquent
à telle époque, l'eau était là. Et vous avez des repères qui sont, par exemple, la rue du Faubourg Saint-Antoine. Il y a un repère de crue que personne ne voit. Alors, ce sont des traits avec marqué 1910. Et vous dites, mais la Seine est quand même arrivée jusque-là. Mais mon Dieu, comment est-ce possible? Et puis, vous avez un autre phénomène qui est beaucoup plus insidieux, qui est que sous ce fleuve et sous nos pieds, il y a une nappe phréatique. Il y a d'anciens bras du fleuve qui vont se remettre en charge. Et donc, vous avez énormément de circulation souterraine d'eau qui se passe. Qui sont là, sous nos pieds, qui sont très très mal connus. La preuve en est, pour ceux qui ont la chance, comme moi, de prendre le RER A, nous avons connu il y a moins de 15 jours une panne de RER parce que la RATP a vu ses tunnels inondés parce que la SNCF a percé une petite poche d'eau. Et pour ceux qui fréquentent le métro assidûment, notamment en période de montée des eaux, vous voyez qu'en fait, il y a des pompes partout. En juin 2016, on les voyait, avec des tuyaux qui, en fait, pompent l'eau. La RATP pompe en permanence l'eau et vous avez des pompes aussi bien sous l'Opéra Bastille que sous le Grand Palais. Ce sont des endroits en fait, où on pompe l'eau de la nappe pour éviter à l'eau de s'infiltrer. Et bien, quand il y a une crue, cette nappe ce qu'on appelle se met en charge, se remplit d'eau. Les anciens bras se remplissent aussi d'eau. La Bièvre se remplit aussi d'eau. Et donc, nous avons beaucoup d'écoulements souterrains qui vont se produire et qui vont inonder. Alors, la première manifestation, ce sont les caves qui s'inondent. Mais à partir de 1910, on a la très bonne idée de se mettre à construire dans les sous-sols parisiens, puisque 1910, c'est le début de... il y a le métro, il y a déjà plusieurs lignes de métro, et vous allez voir que tout ça va poser problème. Et donc, les cartes que vous voyez, eh bien, ce sont les inondations de surface et puis les inondations de sous-sol. Et donc, vous voyez, alors on a énormément de documents. Là, je vous ai mis la crue de 1802, mais il y en a d'autres où, à chaque fois, effectivement, c'est absolument dramatique. Dramatique parce qu'il y a des morts et puis on coupe la voie d'eau. Et donc, ça pose des problèmes d'approvisionnement de la ville. Donc, les pauvres n'ont plus à manger. Alors souvent, le pouvoir en place vient avec la cassette et distribue, donc notamment en 76, c'est Mac Mahon qui vient avec Madame, donner sur la cassette personnelle de Madame les bijoux pour les indigents et les nécessiteux. Ça permet aussi d'éliminer quelques bidonvilles et quelques ouvriers en mal de reconnaissance, on va le dire comme ça. Et donc vous avez énormément, donc on a pu, mes collègues historiens ont pu cartographier un certain nombre d'événements. Alors avec un problème, on a parlé de la crue de 1658, c'est que toute la difficulté, c'est de savoir comment interpréter les données chiffrées, puisqu'en réalité à cette époque, d'abord les échelles de crue ne sont pas au même endroit, il n'y a pas de système métrique, et donc on a des chiffres dont on peut se demander quelle est la pertinence et quelle est la réalité, sachant qu'en plus les niveaux de sol ne sont pas exactement les mêmes, donc tout ça est assez compliqué. Mais en gros, dans ce qu'on connaît, c'est que sur la période moderne, il semblerait qu'on ait eu des crues plus importantes, en tout cas en termes de hauteur d'eau, que la crue de 1910. C'est en partie pour cette raison que quand aujourd'hui on fabrique des scénarios de crues pour anticiper les événements à venir, on rajoute 15% de hauteur d'eau et on se prépare à des crues supérieures à 9 mètres. Une crue supérieure à 9 mètres, ça serait extrêmement compliqué à gérer, vous allez voir pourquoi. Nous sommes donc en 1910, et ce que vous voyez là, c'est que... Alors ça, c'est typiquement ce que vous vivriez si demain les rues de Paris étaient inondées. Pourquoi ? Parce que... quand vous avez une inondation de la Seine, il ne faut pas imaginer que vous avez une eau... c'est pas Venise, on va y revenir. C'est une eau turbide, boueuse, qui est remplie de matière organique parce que les végétaux se décomposent, parce que vous avez des cadavres d'animaux qui se décomposent, vous avez des déchets, vous avez des ordures. Donc c'est des eaux qui sont extrêmement dangereuses et surtout on ne voit pas. Ce qui veut dire que tout les trous possibles dans la chaussée, par exemple les plaques d'égout, et en 1910, on a déjà un réseau d'égout très bien développé, eh bien les plaques d'égout sautent. Et donc, il est extrêmement dangereux de marcher dans l'eau. Même si vous avez un tout petit peu d'eau, il ne faut surtout pas marcher. Et donc, on crée ces passerelles, évidemment pour être à pied sec, mais aussi parce que c'est dangereux de marcher dans l'eau. Il faut s'imaginer qu'il y a du courant, selon que vous êtes près de la Seine ou pas, le courant est extrêmement important. Donc c'est très dangereux de marcher dans l'eau. Donc vous voyez les gens qui se promènent. Alors, vous voyez, ils ont l'air absolument tranquilles. En arrière, vous avez, on a récupéré des voitures avec attraction hippomobile, parce que l'avantage du cheval, c'est que le cheval, il peut marcher dans l'eau. Ce que ne peuvent plus aujourd'hui faire des camions de pompiers
ou des véhicules de l'armée, parce que les véhicules de l'armée, soit ils peuvent marcher dans l'eau, mais dans ce cas-là, ils sont tellement lourds que les sols de Paris n'y résisteraient pas, soit ils sont légers, mais du coup, ils ne sont pas prêts à supporter 50, 60, 70 cm d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1910 ? Nous sommes en janvier, il a beaucoup plu, il a plu de façon régulière pendant tout l'automne et le début de l'hiver, un tout petit peu plus que la moyenne. Ce n'est pas des trompes d'eau, on n'est pas dans le déluge, il pleut régulièrement. Et puis, entre le 9 et le 12 janvier, on a à nouveau des épisodes de précipitations très modérées, mais qui vont saturer les sols en amont du bassin versant de Paris, c'est-à-dire en amont dans ce grand territoire qui est drainé par la Seine et par ses affluents. Donc les sols sont saturés. Et puis vous avez une série de perturbations qui arrivent sur le territoire, qui viennent de l'ouest et qui partent vers l'est. Ce mois de janvier 1910, il est dramatique pour l'ensemble de l'Europe, en particulier pour l'Alsace. Alors, à l'époque, l'Alsace-Lorraine n'est pas française, mais on a eu aussi des inondations et des crues majeures dans ces territoires, sauf qu'on les connaît très mal, parce qu'évidemment, tous les archives étaient en Allemagne, et que tous les ponts sur lesquels on avait les repères de crues ont été bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc mes collègues historiens et géographes à Strasbourg passent leur temps à essayer de documenter cette crue, qui est aussi une crue centenale. Et donc il faut imaginer un ensemble de l'Europe en fait, qui va subir ces perturbations avec des débordements d'eau, notamment dans le nord de la France. Et donc on a plusieurs perturbations qui se succèdent avec beaucoup d'eau. Et ce sont des cumuls de pluie qui sont assez exceptionnels pour cette période, dans le temps. Et puis arrive du 23 au 25 janvier un dernier épisode de pluie. Pas très fort. Mais si vous voulez, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder la Seine. C'est exactement ce principe-là. C'est saturé, ça absorbe plus, et donc les fleuves entrent en crue et se mettent à déborder. Alors, la crue de 1910, elle est... donc Météo France a retrouvé ces données-là. Elles sont extrêmement importantes pour nous aujourd'hui parce qu'elles permettent de modéliser les événements du futur et donc de comprendre ce qui pourrait se passer sur ce bassin de la Seine. Et donc ce mois de janvier extrêmement humide fait que vous vous trouvez dans une situation où l'eau commence à monter. Alors il ne faut pas imaginer une montée brutale comme on a l'habitude de l'avoir en France. C'est très lent. Ça monte de 50, 60 cm par jour. C'est tout doucement. Ça prend plusieurs jours. Et alors je vous lis un extrait du Figaro de 1910. On pensait que la crue s'arrêterait aujourd'hui. Mais hier, il est tombé de la neige. Oui, parce qu'en plus, les sols vont geler. Ça n'arrange rien. Et puis la pluie est revenue. L'eau montera encore et les Parisiens commencent à s'inquiéter. Au Pont-Royal, la Seine s'élève à 7,15 mètres. Elle va arriver jusqu'à 8,62 mètres. Elle atteindra sans doute 7,40 mètres. Si aujourd'hui la Seine atteignait 7,40 mètres, nous ne serions pas ici en train de discuter posément de ce sujet-là, mais j'y reviendrai. En effet, le vent souffle d'est et M. Angot annonce un mauvais temps incertain. Bon. Alors en plus, le prévisionniste de Météo France, à cette époque, a la grippe. Ça tombe mal, mais voilà. Rassurez-nous en constatant qu'en 1902, vous vous souvenez l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, au Pont-Royal, la Seine atteignait 8,80 mètres. Et en 1615, 9,82 mètres. Alors les chiffres sont complètement folkloriques. Il me semble d'ailleurs pas probable, dans Paris même, que nous ayons à déplorer de grands désastres. Ne jamais s'enfoncer quand vous êtes un expert. Et donc d'Auteuil à Charenton, une foule innombrable couvrait les quais. Alors tout le monde va voir la Seine, comme en juin 2016. C'est la promenade du dimanche, on va voir la Seine, ça monte, ça grimpe, c'est sympathique. Voilà ce que ça a donné quelques jours plus tard. Là, vous êtes devant la Tour Eiffel. Alors, on la connaît très bien, cette crue, parce que juste après l'événement, on demande à l'ingénieur Picard de rendre un rapport. Ce rapport, c'est une mine absolue d'informations. Il est accessible sur Internet, on peut la voir avec les cartes. Et cette carte-là, c'est une carte qui a servi pendant des années à faire la gestion de risque à Paris. Alors, je vous expliquerai, elle est complètement... il ne faut pas s'en tenir là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Mais c'est cette carte, en fait, de l'inondation de 1910, avec l'inondation de surface. Vous voyez déjà une surface très importante qui est sous l'eau. Et puis l'inondation des caves, beaucoup plus importante.
Sachant que dans les caves, évidemment, vous avez un ensemble de réseaux souterrains qui vont poser un certain nombre de problèmes. Alors, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblait Paris, les Champs-Élysées, Jodassin aurait apprécié, l'Assemblée nationale où on évacue les députés en barque, ils ont voulu rester jusqu'au bout. On les évacue. La rue de Rome, qui est sous l'eau. Alors pourquoi sous l'eau? Vous allez me dire, enfin c'est absurde, la Seine est à 1,3 km. Eh bien pourquoi? Parce que justement on est en train de creuser le métro. Et pas très loin d'ici, vous avez l'hôtel de ville. Eh bien l'eau s'engouffre au niveau de l'hôtel de ville et est ressortie là où elle pouvait sortir, c'est-à-dire cours de Rome. Donc vous avez 2 mètres d'eau, cours de Rome. Le boulevard Haussmann, le quartier latin, n'est-ce pas? Et Notre-Dame. Vous voyez des bateaux, alors ce sont des bateaux, donc on fait venir les bateaux de la marine, et puis on fait venir donc les marins-pompiers, et les marins qui pêchent la morue à Terre-Neuve et qui ramènent leurs canots à fond plat. Et donc vous avez Paris avec des barques, alors aujourd'hui il n'y a plus de barques, je vous rassure tout de suite, on ne pourrait pas faire ça, mais donc vous avez devant Notre-Dame eh bien, les barques qui sont là pour assurer évidemment, voilà. Alors, d'autres images, la gare de Lyon, elle est hors d'eau. Elle est en effet située sur une hauteur. Par contre, elle sert de débarcadère justement pour les bateaux. C'est devenu un port. La rue Daumesnil. Et puis alors, la gare d'Austerlitz, évidemment sous l'eau. Et une autre gare que vous connaissez bien, c'est la gare d'Orsay. Et oui, qui à l'époque est la gare qui est maintenant un musée. La rue de Lille, où on évacue les gens par les fenêtres, comme on peut. Le Dru-Rollin, donc vous voyez, c'est des lieux que vous connaissez très bien, qui sont sous l'eau. Et voici ce que titrent les journaux de l'époque. Et vous voyez, là, on a vraiment la photographie pleine page. Parce que si vous avez vu l'image que je vous ai montrée, je reviens juste en arrière, je reviens beaucoup en arrière, c'est très mal. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on avait sur le petit journal. La pleine page, illustrée en couleur, alors avec cette figure, toute l'iconographie, le piou-piou qui est là, la troupe qui vient sauver, on les verra plus tard dans les tranchées, et puis un petit côté liberté guidant le peuple, mais très habillé quand même, c'est la scène, vous voyez, avec le fluctuat, Neg Mergitour qui est là, et on a cette image, pourquoi? Parce qu'on est dans une situation aussi très particulière, on est en 1910, c'est le début de on est dans la montée des périls. Et donc il y a aussi un enjeu patriotique. Et à ce moment-là, il faut imaginer que vous avez 100 000 hommes de l'armée de conscription qui viennent à Paris pour aider les populations et pour sauvegarder et pour protéger les populations. Aujourd'hui, on aurait moins de 10 000 hommes mobilisables. La force Neptune, c'était 10 000 hommes, on est plutôt sur 8 000 hommes aujourd'hui. Il n'y a plus d'armée de conscription. C'est un vrai problème pour une gestion de crise. Alors vous voyez, donc on a une catastrophe sans exemple. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que d'emblée dans la présentation du Petit Parisien, vous avez d'un côté la capitale et de l'autre la banlieue. Il faut imaginer Paris, c'est plus de 2 millions d'habitants, et une banlieue qui est finalement encore peu développée. C'est elle en fait qui va le plus souffrir. J'y reviendrai. Et puis donc, cette banlieue, notamment la banlieue ouest, la ligne Moulineau transformée en canal, les gares des Invalides sous l'eau. Et donc vous avez toute une rhétorique autour de cette ville qui est complètement submergée. Tous les moyens de transport sont coupés et vous allez voir qu'il y a d'autres conséquences. Alors je vous l'ai dit, il faut imaginer une crue qui se déroule dans le temps. Une crue de la Seine à Paris type 1910, c'est en gros une montée des eaux qui dure plusieurs jours, 7 jours de pic de crue, c'est-à-dire 7 jours où l'eau est à son maximum, mais en tout la crue dure 7 semaines. C'est monstrueux, c'est très très long. Pourquoi c'est très très long? Parce qu'il faut que d'abord la Seine revienne dans son lit. Elle met du temps à monter, mais elle met aussi du temps à descendre. Et ensuite, il faut encore que la nappe revienne dans son lit. Or, la nappe réagit en décalé avec le fleuve. C'est-à-dire que quand la Seine est en train de descendre, la nappe continue à monter. C'est-à-dire que quand c'est fini, il y en a encore. Juste pour vous donner une anecdote, au mois de juin 2016, la Seine était en décrue, la nappe continue à monter, et on cherchait à pomper les tunnels de la 86, et on disait, attendez, le tunnel, il n'est pas envahi par la Marne ou par la Seine, il est envahi par la nappe. Donc en fait, vous êtes en train de pomper une baignoire dont le robinet est ouvert, ce qui n'a aucun sens. Sauf que pour les populations, c'est absolument effrayant, parce qu'en fait, vous ne voyez pas l'eau, et pourtant, rien ne fonctionne.
Le sous-sol est gorgé d'eau. Donc ça met énormément de temps. Alors la chronologie, elle est connue, elle est documentée, et c'est exactement ce qui se passerait si on avait une crue analogue. 20 janvier, la navigation de la Seine au niveau de Paris est arrêtée. Pourquoi on arrête? Parce qu'à un moment, les bateaux ne passent plus sous les ponts. Aujourd'hui, vous auriez des problèmes avec les péniches. Parce que ces péniches, elles sont amarrées. Où on les met. Si on les fait remonter, c'est problématique parce que l'eau, elle est plus haut en amont. Mais si on les fait redescendre, il faut d'abord les faire redescendre avant que la crue soit là, parce qu'elle ne passe plus les ponts. Et puis surtout, la crue, elle va arriver ensuite en aval. Autre problème, c'est que si vous les laissez à quai, ces péniches, elles vont être ballottées par le courant contre les murs. Elles risquent évidemment de percer les tunnels des deux côtés. Donc c'est extrêmement dangereux. Et puis vous avez des gens qui habitent sur ces péniches. 21 janvier, l'usine de production d'air comprimé du 13e arrondissement s'arrête. Vous allez me dire, et alors? Eh bien, cette usine d'air comprimé, elle est extrêmement importante à l'époque. D'abord, psychologiquement, elle alimente toutes les pendules de Paris. Pendules publiques, hein. Donc tout s'arrête. Toutes les pendules s'arrêtent à la même heure au moment où l'usine d'air comprimé s'arrête. Et puis cette usine, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet d'activer les ascenseurs dans les immeubles. Vous me direz aujourd'hui, il n'y aurait plus d'électricité, il n'y aurait plus d'ascenseurs non plus, hein, mais bon. Elle sert aussi à passer des câbles entre les ambassades, entre les services de l'État. Donc tout ça, ça s'arrête. Les tubes ont fait passer dans les égouts. Hein. On a aussi l'inondation de la production de plusieurs usines d'électricité. Paris, la ville lumière. Eh bien, la ville lumière s'éteint. Nous sommes en janvier, il fait nuit à 5 heures. Une ville plongée dans le noir, c'est le retour au Moyen-Âge. Nous vivrions exactement la même chose en cas de crue de la Seine. Il faut imaginer ce que c'est qu'une ville dans le noir. Nous avons l'habitude, enfin, regardez par la fenêtre, hein, entre les néons des enseignes, les lampadaires, la lumière dans les immeubles. En fait, il fait jour. Et ce jour, il assure la sécurité. Mettre la lumière dans la ville, c'est assurer la sécurité, c'est pouvoir sortir. Ici, à 17 heures, il fait nuit noire. Et il fait froid. Il fait très froid. Il n'y a plus d'électricité, donc il n'y a plus de tramway. Les tramways s'arrêtent, on ressort les chevaux et les voitures hippomobiles. 23 janvier, le niveau de la Seine atteint le haut des quais et les premiers débordements se passent dans Paris. Le métro est inondé. À la fin, il y aura 5 lignes sur les 6 qui existent à l'époque qui seront inondées. Alors, soit à cause des coupures d'eau, et vous avez des photos notamment de la station Saint-Michel, je vous montrerai tout à l'heure, ou d'Odéon, où on se balade en barque dans les canaux, enfin sur les rails, excusez-moi. Le lapsus est intéressant. Mais vous avez aussi des gares qui sont fermées, là aussi parce qu'elles sont inondées, parce qu'il n'y a plus de courant. Donc en fait, on ne peut plus assurer l'électricité. Enfin, on commence à électrifier les réseaux et ça ne marche plus. 24 janvier, il n'y a plus de gaz. C'est la fin des becs de gaz. Les allumeurs de réverbères, il n'y a plus de gaz de ville, donc tout s'arrête. Et vous avez, au pic de la crue, presque la moitié des abonnés du gaz qui se retrouvent sans le gaz, et certains vont rester 2 mois sans avoir accès à ce gaz. Au plus haut moment de la crue, vous avez 10% de la capitale qui est plongée totalement dans le noir, avec les lignes de téléphone et les lignes de télégraphe qui sont coupées. Ce qui veut dire en particulier que la capitale est coupée d'une partie du pays et d'une partie de ses relations internationales. Ça ne serait pas beaucoup mieux en cas de crue majeure de la Seine. J'y reviendrai. 25 janvier, on ferme les gares d'Austerlitz et de Lyon. On n'est toujours pas au pic de la crue. Hein. Le 27 janvier, on évacue les hôpitaux, notamment Boussicot. Les halles sont submergées. Certaines casernes de pompiers sont évacuées. Je vous rappelle que la préfecture de police, où se trouve la zone de défense qui gère la crue, se trouve pas très loin d'ici, en face du palais de justice. C'est sans doute eux qu'il faudrait évacuer en premier. Le 28 janvier, 23 usines sur 41 qui sont indispensables à la vie quotidienne sont arrêtées. En particulier, les ordures. Alors à l'époque, on ne s'embarrasse pas de problèmes environnementalistes, on jette les ordures à la Seine. Et donc, vous voyez les soldats de la troupe qui guident avec des gâches les déchets pour les faire passer sous les ponts, parce qu'évidemment, ça s'accroche. Évidemment, en amont, en aval, ils n'ont pas été très contents de voir arriver les déchets. Hein. Bon, forcément. Vous avez donc des gares fermées, des lignes... donc, tout est coupé, ou beaucoup de choses sont coupées,
Et il faut attendre le 29 janvier pour que la décrue commence. On est à 8,62 m au pont d'Austerlitz. Le 15 mars, la Seine a regagné son lit. C'est un peu long. Alors ce que vous voyez, ça c'est des pompes sur la photo d'en dessous. C'est des pompes qui servent, enfin on pompe comme on peut. Et puis on utilise donc beaucoup les chevaux. Alors le bilan, il est absolument phénoménal. 400 milliards de francs or, ça correspond aujourd'hui à peu près, alors là aussi les équivalents, on est à 1,5 milliard. C'est à peu près le bilan qu'on a eu sur la crue de la Seine de juin 2016. Pour vous donner une idée, une crue de la Seine analogue, aujourd'hui, coûterait en moyenne, selon les prévisions de l'OCDE, dans les fourchettes les moins optimistes, mais encore faut-il savoir ce qu'on met dans l'estimation, 30 milliards. 30 milliards. Et sur 5 ans, en termes de PIB cumulé de pertes, 60 milliards. C'est 3% de croissance en perte de PIB cumulé sur 5 ans. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Alors, on est à peu près sur 20 000 immeubles inondés qui posent des problèmes. Alors, pourquoi ils sont inondés? Soit ils sont inondés carrément dans les sous-sols, soit ils sont inondés sur les surfaces. C'est très dangereux parce que ça déstabilise les fondations. Et donc, vous avez notamment en banlieue des immeubles qui vont s'effondrer. Aujourd'hui, c'est une problématique majeure pour les pouvoirs publics parce que justement, on ne sait pas exactement comment les immeubles qui ont été inondés en 1910, en 1924, en 1955, on ne sait pas quel est l'état réel des fondations. Et donc, selon la façon dont l'eau se retire, on a des craintes pour le retour des populations. Sachez que rien que sur Paris, il y a aujourd'hui 850 000 personnes qui sont concernées par une inondation directe. Et si on s'en tient à l'ensemble des perturbations qu'on pourrait subir, on est entre 2 millions et 5 millions de personnes qui subiront, alors avec des degrés très divers, les impacts de la crue. Coupure de courant provisoire, pas de métro, pas d'électricité, remontée de l'assainissement, pas de traitement de déchets, etc. En banlieue, c'est 30 000 maisons inondées et 150 000 sinistrés. La banlieue a énormément souffert. Les gens ont eu faim, les gens ont eu froid. Souvent, c'était des ouvriers qui étaient employés à la journée ou à la semaine. Ils se sont retrouvés au chômage technique, donc ils sont partis. Souvent, c'était des femmes seules avec des enfants. Donc, il y avait aussi beaucoup de difficultés sociales déjà dans ces banlieues, évidemment différentes de celles qu'on pourrait connaître aujourd'hui dans certains quartiers, dans certaines banlieues d'Île-de-France. Mais donc, on est dans une situation de grande précarité, de grande pauvreté. Et évidemment, les projecteurs ne sont pas braqués sur cette banlieue. La banlieue est encore très largement ignorée du centre. On va photographier le centre de Paris. On va photographier, alors si vous habitez dans le 94 ou dans le 92, on voit des images de 1910. Ça a aussi été documenté, mais là encore, on ne voit pas le drame qui se passe dans ce qui confine à des bidonvilles aux portes de Paris. Vous avez énormément de problèmes sanitaires, parce qu'à l'époque, vous avez des fosses d'aisance, vous avez des égouts, vous avez des ordures qui ne sont pas traitées. Aujourd'hui, on aurait des problèmes sanitaires aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Les hydrocarbures, tout ce qui est cuves, stations d'essence, etc. Les bitumes, puisqu'en fait, à l'époque, Paris est recouvert soit de pavés en bois. Sur certaines images, on voit des pavés en bois en fait, qui ont été déchaussés. Voilà. Aujourd'hui, en fait, vous avez des bitumes. Ces bitumes sont chargés de métaux lourds qui sont liés aux pots d'échappement, et puis à ce qu'on met dans les... Et donc, quand l'eau stagne pendant plusieurs jours dessus, elle se charge dans ces métaux lourds, donc tous les déchets sont contaminés. Donc, c'est extrêmement dangereux, et les problèmes sanitaires ont eu lieu en 1910, ils auraient lieu aujourd'hui. En particulier, si demain il y avait une crue de la Seine et qu'il y avait des débordements, il ne faut surtout pas toucher l'eau et surtout pas toucher les boues. C'est comme une marée noire, enfin, j'exagère, mais si vous voulez, c'est très contaminé, donc il faut des masques, il faut des bottes, il faut des gants. L'usine de production d'électricité et d'air comprimé, donc elles se remettent à fonctionner, mais certains quartiers vont rester privés, je vous l'ai dit, de gaz, d'électricité ou d'air comprimé pendant plusieurs semaines. Et je vous ai dit, le nettoyage prend plus de 2 mois. Pourquoi? Parce que la crue, en fait, produit énormément de déchets. On a calculé qu'une crue de la Seine à Paris et en région parisienne, c'est l'équivalent à plusieurs années de production de déchets ménagers. Je ne parle pas des déchets du quotidien qui ne sont pas traités. Je parle simplement des déchets produits par la crue. Pourquoi? Parce que l'eau qui stagne pourrit tout. Vous avez sans doute vécu des dégâts des eaux dans votre appartement.
Vous voyez bien ce que c'est, hein. D'abord ça coule, on arrête le robinet, ensuite on attend que l'eau ait fini de s'infiltrer, puis apparaissent les moisissures, et puis il faut détruire, il faut jeter tout ce qui est papier, bois, voilà. Puis ensuite l'expert de l'assurance passe, il faut casser, il faut réparer, et voilà. Et souvent la maison est inhabitable parce que des moisissures se sont développées. C'est exactement la même chose. Ici vous avez des bois, des matériaux, des animaux, des végétaux, tout ça a pourri, et donc il faut éliminer ces déchets, et donc ça va prendre plusieurs années. Le séchage est encore plus long, puisqu'on a des témoignages qui disent qu'à l'été, ça sent encore le moisi dans les caves, ce qui veut dire que ce n'est pas sec. Et donc le rétablissement complet de l'électricité sur Paris prendra 4 mois. En cas de crue de la Seine d'un équivalent à Paris, ça serait plusieurs mois, voire dans certains cas, pour certains éléments, plusieurs années. En particulier, si le métro était inondé aujourd'hui, il faudrait, selon les niveaux de dommages, près de 5 ans pour retrouver un métro complètement fonctionnel. Sachez par ailleurs que le métro a été beaucoup développé depuis et que certaines lignes seraient inondées préventivement. C'est le RER-C. Le RER-C est inondé à partir de 6,30 mètres. Préventivement, pourquoi ? Parce qu'il faut absolument éviter que, à cause des infiltrations d'eau non maîtrisées, ce RER-C tunnel s'effondre parce que dessus vous avez des habitations. Donc en mettant de l'eau à l'intérieur du tunnel, vous rétablissez la pression de part et d'autre des parois et donc vous permettez d'équilibrer. Donc c'est très compliqué, mais ça veut dire que vous perdez le RER-C. Ça n'est que 400 000 voyageurs par jour. En comparaison de la ligne A ou de la ligne B, c'est plutôt peu de gens. Bon, tout est relatif à Paris. Et donc vous avez le titre « La fin d'un cauchemar, la Seine décroît ». Et c'est aussi intéressant ce titre parce que vous voyez bien qu'à côté de ces images calmes, voilà, le journal parle de cauchemar, c'est pas juste du sensationnalisme. Il faut imaginer ce qu'ont vécu ces gens pendant plusieurs semaines. Ça a été extrêmement difficile. Donc je vous donne juste, là encore, le Figaro. L'eau jaunâtre qui coule lentement, terriblement, à l'allure d'une grosse bête sournoise. Alors évidemment, c'est mieux que Twitter. Là, on avait des vrais journalistes qui savaient écrire. Excusez-moi, c'est quand même mal. Qu'une bête sournoise qui ne se presse pas vers le but, peut-on lire. Elle charrie des épaves qu'on distingue mal, des pièces de bois peut-être ou des meubles brisés. Un homme vers le pont de l'Alma a dit qu'il avait vu passer un cadavre. Alors ce que vous voyez, c'est voilà ces images. Alors, effectivement, les rues de Paris sont transformées en canaux. Et on se balade avec ces barques. Et vous voyez là, on est à la station Odéon, pour ceux qui connaissent. On a la même chose à Saint-Michel. Et donc ces barques, alors ce sont des barques à fond plat. C'est très compliqué en fait de se déplacer parce que souvent il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc vous avez trop d'eau pour marcher ou pour circuler, mais pas assez pour aller en bateau. Alors l'ouest de Paris, pour ceux qui habitent, ce Ré, est très touché. Êtes-vous allé à Auteuil? On dit que les maisons vont s'écrouler dans le souterrain. Combien sont-ils ceux qui parlent ainsi effrayés? 50 000, dit-on, 50 000 têtes penchées sur les parapets. Alors quand même, on va voir la scène, parce que c'est quand même intéressant ce qui se passe. Donc on a, voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on va sur les ponts, regarder ce qui se passe. Et vous voyez alors les images de Saint-Lazare. En dessous, donc c'est la cour de Rome. Enfin pour ceux qui là aussi, ces images, elles sont quand même totalement, surprenante, quasiment exotique. Une rue voisine de la rue Félicien David, la rue Gros, fut hier midi complètement recouverte par les eaux, ça fut le riz, etc. On organisa les secours, les gens affolés, portant des malles et des meubles. Donc voilà, on est dans des scènes de panique. Alors évidemment, on parle un peu moins de la banlieue. Les ménages sans abri, les gens qui se retrouvent totalement démunis. On ne parle pas non plus des lynchage, puisque il y a des gens qui vont piller. Alors là aussi, dans les pillages, c'est toujours une question. Est-ce qu'on pille parce qu'on a faim et que l'autorité est défaillante? Donc en fait, on va chercher à manger. Ou est-ce qu'on pille effectivement pour piller? Généralement, dans les catastrophes, en fait, on se rend compte que ce qu'on appelle les pillages au départ, il y a toujours un peu de délinquance, mais les délinquants, ils sont souvent eux-mêmes victimes de la crue. Donc c'est surtout au moment de la décrue et de la reconstruction que vous avez notamment des arnaques à l'assurance, etc. En période de crise, les gens, ils cherchent d'abord à survivre. Et souvent, on manque de tout. Donc effectivement, on va là où on peut trouver de la nourriture. Et donc, vous avez des rumeurs qui s'installent, et donc vous avez des gens qui sont accusés d'avoir volé. Souvent, en fait, c'est simplement des vagabonds ou des qui cherchent à manger. Et évidemment, vous avez des émeutes et vous avez des rumeurs qui circulent. Donc, c'est très compliqué. Et du coup, cet événement 1910, il reste dans la mémoire.
Il reste dans la mémoire parce que c'est un événement qui est associé à une mémoire glorieuse. La ville, alors aujourd'hui, c'est à la mode, on parlerait de résilience. La ville n'a pas coulé. Nous avons été plus forts que tout le monde. Les soldats étaient là, la troupe était là, l'État était là, les ingénieurs sont venus juste après, tout s'est très bien passé, et Paris a été Paris, et Paris a été à la hauteur de sa réputation. Et vous avez donc un discours assez lisse qui a été transmis justement par ces cartes postales, par ces images qui sont des témoignages qui restent. On a peu parlé de la banlieue, on a peu parlé de cette faim, de ce froid, de ce cauchemar qu'ont vécu les Parisiens pour mettre en exergue, eh bien, ce formidable élan de générosité, cette formidable solidarité, cette mobilisation collective. Et à partir de là, eh bien, ça a été oublié. Ça a été oublié parce que la guerre arrive et que quand on a connu l'horreur des tranchées, évidemment, une crue... Arrive celle de 1924, mais 1924, je vous ai dit, il y a d'autres enjeux, et puis elle est moins importante. La Seconde Guerre mondiale est là, la crue de 1955, mais qui arrive après l'hiver 54. Donc on est dans d'autres, là aussi, dans d'autres discours, et puis elle est beaucoup moins importante. Et puis on construit les grands lacs réservoirs en amont de Paris, on endigue, on recalibre les ponts, on fait des travaux d'approfondissement du lit, et donc on est persuadé qu'aujourd'hui on est à l'abri. Avec cette espèce de rumeur délirante, vous vous rappelez peut-être en 2001, la Somme est inondée. Elle est inondée par une remontée de nappe phréatique. Et on est en pleine période électorale. Et à l'époque, une rumeur circule comme quoi on a inondé la Somme pour protéger Paris. Cette rumeur est absurde, totalement délirante, comme toute rumeur qui se respecte. Mais il se trouve qu'elle a la vie dure. Et qu'aujourd'hui encore, les gens nous expliquent que non, mais il y a sûrement des vannes cachées. Je ne sais pas si vous savez, mais à Paris, il y a des tas de gens avec des clés, qui tournent des vannes dans les sous-sols pour protéger Paris en inondant. Alors, quand vous êtes en banlieue, c'est Paris qui vous inonde. Quand vous êtes en grande couronne, c'est Paris et la banlieue qui vous inondent. Et quand vous êtes en province, c'est les Parisiens, mais au sens très très large, qui vous inondent. Bon. Malheureusement, pour Paris, les Parisiens et les banlieusards, il n'y a pas de système de vannes qui permettrait d'arrêter la montée des eaux. Et les barrages écrêteurs dont on parle souvent, ils enlèvent 70 cm d'eau. C'est beaucoup. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui ? Si on avait le même événement... Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça, c'est la version sympathique. Il y a une version beaucoup moins sympathique qui est que les crues de la Seine, elles peuvent être aussi multiples. C'est-à-dire que vous avez un premier pic de crue, l'eau redescend, et quand on croit que c'est fini, il y en a encore, et ça remonte. Celle de 1924 en particulier, et donc vous avez des pics comme ça qui arrivent. Alors aujourd'hui, ça serait à peu près 480, selon les comptages, 472 communes inondées, dont 3 à 100%. 600 à 800 000 personnes en zone inondable, dont près de 260 000 à Paris. C'est considérable. Je vous ai dit, plus de 2 millions de personnes affectées par les dysfonctionnements. Avec un problème majeur qui est que comment aujourd'hui peut-on vivre à Paris alors que nous avons l'habitude d'un confort. Il faut imaginer qu'en 1910, on est chauffé. Quand on a 15 degrés dans son appartement, c'est déjà pas mal. On n'est pas non plus... voilà. On n'a pas d'eau potable partout. On n'a pas non plus... il ne faut pas s'imaginer qu'on a la supérette. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants de nos réseaux électriques, nos réseaux de gaz, nos réseaux d'Internet. Nous avons aussi un vieillissement de la population qui fait qu'on a la chance de pouvoir avoir des gens qui sont de plus en plus longtemps à domicile, mais qui ont besoin parfois de traitements très lourds. Dialyse, traitement pour le diabète, médicaments, soins à domicile. Et on n'a pas forcément les solidarités qu'on avait en 1910. La canicule nous a rappelé que souvent on oubliait de savoir comment s'appelait son voisin et que voilà. Donc on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée où nous sommes devenus totalement dépendants à des réseaux qui se trouvent tous dans les souterrains. Vous faites le test chez vous, coupez l'électricité dans votre rue. Le digicode ne fonctionne plus, l'ascenseur ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau dans les étages parce que l'eau, elle ne monte pas toute seule. Par contre, il peut y avoir des rats. Ils sont très bons nageurs. Ils aiment beaucoup passer par les siphons, ils respirent au niveau du siphon, puis ils remontent. Vous n'avez plus de frigo, vous n'avez plus de gaz, vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de télévision, vous n'avez plus d'internet, de téléphone, l'assainissement ne fonctionne plus. Alors on peut supporter
la panne de courant, tout ça. L'assainissement, ça devient quand même très compliqué. Hein. Quand il n'y a plus d'assainissement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de distributeurs de billets. Eh non. Plus de carte bleue. Vous n'avez plus d'éclairage public. Vous n'avez plus de métro. Vous n'avez plus de train. Vous n'avez plus de Vélib, d'Autolib, et ainsi de suite. Et donc, en fait, vous avez une paralysie généralisée de l'agglomération. Et le problème de cette affaire, c'est que vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on a des moyens de prévision qui nous permettent de nous en sortir. Malheureusement, le bassin versant de la Seine est mal fait. Parce que comment elles se forment, ces crues? Elles se forment en fait par la conjonction de deux phénomènes. Des crues sur ces grands, longs, beaux affluents de la Seine, que sont la Marne, l'Aube, la Seine elle-même. Donc là, il faut qu'il pleuve en amont du bassin versant. Comme c'est des grands fleuves tout longs, tout plats, il n'y a pas de souci, ça met 7 à 10 jours pour arriver, on a le temps de voir venir. Mais malheureusement, nous avons l'enfant terrible qui s'appelle l'Yonne et le Loing, qui eux sont des affluents qui sont beaucoup plus proches de la Seine et qui réagissent beaucoup plus vite, 2-3 jours. Ce qui veut dire qu'on a maximum 72 heures de visibilité pour prévoir. 72 heures de visibilité, ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, je peux vous dire, demain, ça monte, ça descend. Après-demain, bon, ça monte, ça descend. Dans 3 jours, je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne sais pas en plus ce qui se passe dans les sous-sols, parce que le comportement de la nappe est très compliqué à modéliser. Pourquoi? Parce que sous nos pieds, vous avez aujourd'hui 7 étages, l'équivalent de 7 étages de niveau enterré, dans lequel passe à peu près tout ce que vous voulez. Les tunnels, les machins. Prenez le métro et descendez, hein, vous descendez. C'est une ville sous nos pieds. Et dans cette ville, vous avez de tout, hein, des laboratoires de recherche, des archives, des bouteilles, le Louvre, enfin, il y a absolument de tout. Ça vous donne ça en pratique. Vous voyez ce que vous avez, hein, on voit les égouts, le métro, le RER, les parkings, puis encore les RER, le métro, la ligne 14, etc. On a creusé de plus en plus profond. Ce qui veut dire qu'on a créé un véritable réseau hydrographique bis, où l'eau peut s'infiltrer et circuler, donc il faut entièrement obturer. Et en plus, on a mis là-dedans tout ce qui permet à notre vie quotidienne et économique de fonctionner. Alors voilà ce que ça pourrait donner. Ça, c'est les prévisions de l'inondation. En bleu, l'inondation de surface. En jaune, l'inondation des caves. C'était une infographie du Monde qui a été réalisée à partir des travaux de l'OCDE. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est les métros qui sont coupés. Il paraîtrait que la ligne 2 et la ligne 6, fonctionneraient. Bon, enfin, de toute façon, on ne va pas trop se déplacer. On coupe les ponts à la circulation pour des raisons de sécurité, pour permettre aux secours de traverser, tout simplement. Alors, vous pouvez passer à pied, mais plus en voiture, et on coupe le périphérique. Ici, ce sont toutes les routes qui sont coupées. La 86, la 4 et tout ça. Typiquement, vous ne pouvez plus aller à la Défense. La Défense, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y en a un peu dans les sous-sols. Bon, il n'y a pas d'eau, mais on ne peut plus y aller. Là, ce sont toutes les usines d'approvisionnement, hein, des eaux usées qui sont absolument essentielles au traitement des eaux. Vous voyez qu'au bout d'un moment, ça devient quand même extrêmement compliqué. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est pour l'électricité. Quand vous êtes en bleu, ça veut dire que vous êtes dans l'eau, plus de courant. Quand votre cave est inondée, plus de courant. Quand vous êtes à côté, plus de courant. Ce que vous voyez à côté, c'est le graphique. Hein. Le nombre de clients, alors ce n'est pas le nombre de personnes. Hein. Le nombre de clients, c'est par foyer, c'est le nombre de... quand vous payez la facture. Donc vous pouvez être 3, 4, voilà. Eh bien, à 3 jours, c'est-à-dire au pic de crue, on est à 500 000 clients. Mais 30 jours après, à peu près, on est encore à 100 000 clients. Pour ceux qui ont connu les tempêtes de 99, vous vous souvenez ce que c'était d'avoir 3 ou 4 jours sans électricité? C'est un petit peu compliqué. Alors, on vous a distribué des jolies plaquettes, hein, avec jaune layette, bleu. Tout ça, ça veut dire qu'en gros, pas de courant ou courant avec intermittence, où on va couper pour aussi permettre qu'il y ait du courant ailleurs. Parce que ça aussi, c'est très important en termes de répartition pour les secours et pour les événements. Alors là-dessus, je conclurai sur ce qui s'est passé en juin 2016. Parce que alors là, c'est la crue du siècle arrive, c'est le drame, etc. Bon. Effectivement, c'est un truc un peu atypique. Bon, les historiens qui connaissent le sujet vous disent que c'est déjà arrivé, hein. C'est pas non plus quelque chose, voilà. Alors, c'était la crue du siècle. Enfin, ce que vous voyez là, c'est 1910 et ce qui s'est passé en juin 2016. 3 mètres d'écart, hein. 6 mètres 10, 8 mètres 62, même plus de 3 mètres d'écart. C'est pas exactement la même chose. Bon. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, vous voyez, c'est la crue de juin par rapport aux événements majeurs
qui a eu 1740, 1910, 1658 et 1658, mais corrigé parce qu'en fait on ne sait pas exactement. Bon. Vous voyez ici l'hydrogramme de crue. Donc ce que vous voyez, c'est la crue de juin 2016 et la crue de janvier 1910. C'est pas exactement la même chose. En juin 2016, on a de la chance, le mardi, on nous dit le pic de crue arrive le vendredi. Donc on sait qu'on est tranquille, après le vendredi, ça va redescendre. En cas de crue majeure et de crue de 1910, on ne pourra pas vous dire à 6 mètres 10 que ça s'arrête. Ça va continuer à monter. Le problème, c'est que si vous voulez mettre en place les plans de prévention, 2 jours, ça ne suffit pas. Vous évacuez pas une maison de retraite comme ça, vous évacuez pas un hôpital comme ça, vous évacuez pas une prison comme ça. Et d'ailleurs, vous évacuez là aussi. Vous évacuez, vous évacuez. On ne vous évacue pas. On évacue les personnes prioritaires. Et vous n'en faites pas partie. Je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, parce que ça voudrait dire que vous seriez en mauvaise santé ou dans une situation de fragilité extrême. Donc on évacue. Comment? Je ne sais pas. C'est très compliqué cette affaire-là. Quand est-ce qu'on prend les décisions? Eh bien, on doit les prendre à l'aveugle. Parce que si je lance mon plan trop tard, eh bien, je perds tout. Mais si je lance trop tôt, je risque de le lancer pour rien. Et personne ne peut me dire, au moment où je dois le lancer, si oui ou non ça va arriver. Donc c'est une situation extrêmement difficile, d'autant plus qu'on n'est absolument pas préparé, parce que précisément la crue de 1910 nous a donné l'image. Oh, c'était le siècle dernier. C'était la belle époque. Oh, madame, c'était il y a longtemps, depuis. On a des ingénieurs, madame. Bah oui, on en avait aussi à l'époque, ils étaient très beaux. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vous montrer que cette crue de 1910, elle est passionnante à étudier parce qu'elle est très révélatrice d'une époque. Elle est très révélatrice d'un temps, de cette belle époque, de ce qu'était Paris. Elle est aussi très révélatrice des mutations qui ont affecté ou transformer cette capitale. Vous connaissez Baudelaire, hein, le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville. Bon, bah, c'est exactement ça. On est effectivement dans un contexte aujourd'hui où, certes, Paris est toujours Paris, mais le Paris d'aujourd'hui n'est pas le Paris de 1910. Nous sommes dans une ville qui a complètement changé dans son organisation, dans ses pratiques, dans ses fonctions, dans la connexion à la mondialisation, dans ses populations. Et tout ça explique que les dommages ont changé de nature. Et donc penser la crue d'aujourd'hui sur le modèle de la crue de 1910, c'est trompeur. Parce qu'en réalité, ça serait un événement absolument catastrophique qui ressemblerait par certains côtés à la crue de 1910, mais qui ne serait évidemment plus le même. Et donc un des enjeux, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on sensibilise? Comment est-ce qu'aujourd'hui on transmet le message pour dire ça peut arriver? Et comment est-ce qu'on se prépare? Quand on voit qu'à 6 mètres 10, on est déjà en situation de moyens dépassés, qu'on est déjà dans une situation extrêmement critique, où les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent, hein, mais sont débordés parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez. Que se passerait-il si la Seine montait un peu plus haut? Il n'y a pas besoin qu'elle arrive à 8,62 m. Hein. Si vous avez compris ce que je vous dis, en gros, à 7 mètres, on est déjà très, 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 très mal. Et je conclurai aussi sur un deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la mairie de Paris a mis en place, alors on ne sait pas si ça sera mis en place effectivement, mais on a la possibilité, ils ont en tout cas investi dans ce qu'on appelle un bâtard-d'eau, c'est-à-dire une protection géante amovible qui permettrait d'éviter les débordements dans Paris. Ce qui serait extrêmement précieux, parce que ça éviterait un tas de soucis. Ça ne réglerait absolument pas la question des sous-sols. Ça poserait probablement des problèmes en amont et en aval, parce qu'évidemment, si vous empêchez l'eau de déborder, elle déborde ailleurs. Mais ça poserait un problème psychologique. Comment expliquer à des gens que tout dysfonctionne quand il n'y a pas une goutte d'eau dans la capitale? C'est très insidieux. Et donc là aussi, c'est comment est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on informe les populations? Comment est-ce que ces populations peuvent être, entre guillemets, acteurs de leur sécurité? Comment est-ce que l'histoire peut nous apporter des éléments de compréhension? Bien, c'est ces enjeux-là qu'aujourd'hui on essaie de traiter collectivement entre chercheurs et professionnels pour essayer de sensibiliser à l'événement qui ne manquera pas d'arriver. Je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire quelle forme il prendra. Probablement janvier-février, en tout cas pour avoir une crue de cette ampleur. Peut-être un décalage dans le temps, parce que le changement climatique fait que ça glisse un petit peu vers le mois de mars.
et que ça serait pas bon du tout parce que les barrages à ce moment-là seraient pleins. Or, s'ils sont pleins, on peut plus les remplir. Tout ça, en tout cas, est inquiétant. Et beaucoup de nos hommes et de nos femmes politiques n'ont probablement pas pris la mesure de l'événement qu'il y a et qui serait potentiellement dans un futur incertain. Alors il y a d'autres problèmes, il y a d'autres risques, la capitale en a vu d'autres, mais voilà, quelles seraient demain les conséquences de cette inondation, probablement dramatiques, mais extrêmement différentes. C'est le même processus physique, mais c'est un risque qui est totalement différent. Je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions...